De retour à tout savoir, comme je vous l'ai dit, on va parler du contenu du Vivre Plus de la Farfo pour le mois de mai. Mais avant de parler de ça, j'ai voulu, pour une journée assez particulière pour notre invitée, parler d'elle, la connaître un peu davantage. C'est sûr qu'on a déjà fait une émission ensemble, Marie. Je pense à la saison... Était 3. Oui. Où est-ce qu'on vous a découvert sous de nouveaux angles. Mais je vais continuer encore à creuser avec toi. Et première question, je t'ai dit que j'allais te demander ça. En 2024, aujourd'hui, Marie, quels sont les 3 mots qui te définissent? C'est une grosse question. Créative. Oh! Organisée. Et la 3e, déterminée. D'accord. Créative, organisée et déterminée. Oui. J'en ai 2 qui te rejoignent, créative et déterminée, mais organisée, je pense que j'ai du mal encore. Oh. Je suis une personne qui... tout doit être à sa place. Comme je te disais, hier, nous avons eu une fête à la maison où on avait 12 adultes et 8 enfants en bas de l'âge de 8 ans. Il faut être organisé. En d'autres mots, il faut avoir des jeux, il faut avoir des coins de créativité, il faut les tenir occupés, il faut organiser les repas, etc. Et ma maison, il faut qu'elle soit organisée. En d'autres mots, il n'y a rien qui traîne, tout à sa place. J'ai un peu trop peut-être pour mon mari, qui est pas tout à fait comme moi, mais c'est important pour moi de vivre dans un espace qui est bien décoré, et qui est accueillant. Oui, organisé, sur ce point, je suis d'accord avec toi. Ma maison, c'est correct, mais c'est plutôt dans le travail. Oh, j'ai la tête partout, j'ai les mains partout. Non, quand je me mets à mon travail, surtout pour le Vivre Plus, là, on dirait que tout autour de moi disparaît. Complètement, le focus est complètement sur ce que je dois accomplir et la façon que je vais le faire. Puis, peut-être un petit peu... mon mari dit que c'est peut-être un peu têtu, mais je n'arrêterai pas avant que ça soit fait. Même si... Puis je fais la même chose. Je fais beaucoup de jardinage, comme je t'avais dit déjà. Et si j'ai pas fini mon travail, même si je suis fatiguée, puis que je sais que je dois arrêter, j'arrête pas. Il faut que tu ailles jusqu'au bout, déterminé, tu l'as dit. Oui, il faut que je me fasse chicaner de temps en temps puis dire « Marie, arrête, là, c'est assez. » là, tu sais. Alors, c'est un peu comme ça dans ma vie quand je travaille pour le Vivre Plus ou sur un projet. Je veux voir la fin. Je veux vraiment mener le projet jusqu'à la fin. Et parlons du Vivre Plus, tu l'as mentionné plusieurs fois. Je pense que ça fait 2 ans officiellement que tu es à la tête de l'édition. Oui, exactement. Alors, durant COVID, comme de raison, je me suis joint à la Farfo parce qu'on n'avait rien à faire. C'était un groupe quand même qui était important pour moi d'apporter mes expertises. Alors, et ça a commencé tranquillement que je faisais plutôt le lien entre les collaborateurs. Je faisais de la révision, puis j'envoyais ça à une firme pour qu'ils fassent la mise en page. Maintenant, dans mon travail, dans ma carrière, j'étais enseignante et j'enseignais les arts visuels. Ah, OK. Donc, la créativité, ça vient un peu de là. Puis, dans ce projet-là, tout à coup, on m'a mis en charge de l'annuaire scolaire. Tu sais ce que c'est, là, toutes les photos des élèves. Et cela requérait de faire de la mise en page, d'aller prendre des photos. J'enseignais de la photographie aussi, alors je faisais de la mise en page. Et à un certain moment, j'ai dit à Michel, tu sais, si on coupait le processus qu'on n'a pas besoin d'envoyer ça à l'extérieur. Ah, c'est toi qui as proposé? Oui. Alors, j'ai dit, si tu me donnais... C'est parce que quand ça revenait, il y avait toujours des corrections à faire. Puis, tu sais, des petites choses, là. Puis... C'est très pointu. Pointu, là. Tu sais, alors, plutôt que Marie dire continuellement, corrige ça, corrige ça, corrige ça, j'ai dit à Michel, qu'est-ce que ça serait si je m'occupais du Vivre Plus de A à Z? En d'autres mots, j'allais chercher les articles, j'allais chercher les photos, puis je faisais la mise en page, je faisais la révision,
Puis je faisais la publication. Comme de raison, Michel a dit oui, tout de suite, parce que là, c'était vraiment centré une personne. Il y avait plus de suivi dans tout ça. Et moins d'étapes, en fait, avant la sortie du magazine. Exactement. Et moins de chances de faire des erreurs ou des choses comme ça. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé le Vivre Plus. Et puis, ça montre à quel point, tu sais, après avoir pris la retraite, on est capable d'apporter encore beaucoup. Et puis, je pense qu'avec Michel, la semaine précédente, on en parlait. Et puis, on revient un peu là-dessus avec toi qui vis, comme tu vis ta passion, on va dire, avec le Vivre Plus. Exactement. Quand j'ai quitté l'enseignement, j'ai pris une retraite anticipée parce que j'adorais enseigner. J'adorais enseigner, mais l'éducation changeait. Puis, je trouvais que, surtout en art visuel, je pouvais pas être aussi créative que je voulais avec les élèves. Il y avait trop de lignes directrices qui me barraient la route. Donc, j'ai décidé de prendre une retraite anticipée et j'ai commencé à faire de la gestion d'événements. Ça, c'était ma deuxième carrière. Alors, ma deuxième carrière, j'ai fait de la gestion d'événements. Et là, j'avais pris un petit peu de... Je m'étais dit, là, c'est assez, là, je vais prendre la relâche. Et c'est là que j'ai commencé avec le Farfou. Donc, ma troisième carrière, maintenant, c'est en publication. ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses en même temps. Et je suis pas prête à arrêter. Bien, j'imagine que... En fait, je pense que tu es vraiment le genre de personne qui dit jamais non à un défi. Non. Ben, j'ai beaucoup de difficultés à dire non aux défis. Ça, c'est bon. Puis j'ai beaucoup de difficultés à dire non aux gens qui me demandent de faire quelque chose. Merci d'avoir accepté de venir aujourd'hui déjà. Alors, parlons des plus beaux souvenirs de ta vie entière. C'est sûr qu'il y en a forcément beaucoup. Bon, mais s'il y en a trois qui viennent, OK. comme top 3. La naissance de mes jumeaux. J'ai un gars et une fille. Ça c'était surprise. C'était une surprise? Bien, une surprise. Je ne pensais pas d'en avoir deux en même temps. J'espérais avoir un enfant, mais j'en ai eu deux. Comme c'était les premiers enfants? Oui. Oui. Et un gars et une fille. J'étais le couple parfait. Tout le monde va avoir un gars et une fille. Oui, c'est ça. Ensuite, comme je te disais, j'ai 8 petits-enfants entre l'âge de 8 ans et 2 ans. Bon. Alors, ça me tient occupé, mais c'est aussi une passion de les voir grandir, de les voir vouloir venir chez grand-maman et grand-papa. J'imagine le nombre de questions qu'ils te posent à chaque fois, hein? Ah, bien, tu sais qu'ils regardent nos émissions. Hein? Ils regardent nos émissions? Tu sais qu'est-ce qu'ils disent? Oui. Grand-maman parle beaucoup. Oh, mais là, alors s'ils regardent les émissions, ma grand-maman va faire un petit allô, là, comme ça, vous allez savoir qu'elle parle de vous. Ah oui, ils le savent que je parle souvent d'eux, exactement. Ah, mais écoute, merci de... Alors, là, on en a deux, hein? Ouais. La naissance de tes enfants. Ensuite, tu les as mis tous ensemble. La naissance de tes petits-enfants, tu es une fière grand-maman. Ouais. Alors, en troisième, un autre souvenir. Je connais les voyages que j'ai faits avec mon mari. Ah oui. Ouais. Ça, les voyages, ça s'oublie. En Italie, on a fait toute la Toscane, on a fait l'Angleterre, on est allé dans le sud, on passe des moments en Floride l'hiver. Ouais. C'est un partenaire idéal, vraiment, là, pour de tous les côtés, de tous les... Quand je suis pris là, avec mon magazine à faire de la mise en page, là, bien, j'ai mon petit déjeuner qui arrive, puis j'ai mon dîner qui arrive, mon souper est prêt, et il fait tout. Parce qu'il dit, il sait que je dois me concentrer. Je trouve ça tellement cute que je me suis tapé le doigt. Alors, c'est certain qu'il fait partie de ma vie, puis que c'est l'homme idéal pour bon, moi. On peut dire, moi, je vais prendre le temps de dire merci à tous ceux qui font partie de l'entourage de Marie, parce que grâce à vous, en fait, elle peut se focus sur le Vivre Plus pour qu'on ait toujours des magazines de qualité. C'est pas juste elle qui travaille sur ça. Il y a des collaborateurs qui travaillent avec. Et pour le mois de mai, je pense que le magazine parle de beaucoup de thématiques. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler de qu'est-ce qui se trouve dans le Vivre Plus du mois de mai. Vous regardez tout savoir. Merci. En tout cas. Puis que ça l'est... On était en pleine discussion. C'est ça qui arrive quand Marie arrive ici. Il y a toujours de la bonne humeur. On fait nos discussions. On oublie même qu'on est en direct. On est de retour à tout savoir. Et on parle du contenu du magazine Vivre Plus. On parlait, elle et moi, pendant la pause, d'un sujet que vous allez sûrement aimer entendre. Je viens d'apprendre une information. Mais avant de vous la partager, on veut passer par le début.
Première chose, je pense que c'est à la page numéro 4, on parle des harceleurs. Exactement. Ils n'arrêtent pas, hein, ces gens-là. Non. God, Michel Picard a écrit un très bel article là-dessus. Alors, puis je pense que c'est surtout pour nos personnes aînées. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai une amie qui est sur Facebook, comme de raison. Elle reçoit régulièrement une demande ou un courriel ou dans Messenger d'une amie qui est décédée il y a 1 an. Bella. Imagine-toi les émotions que cette personne-là vit à chaque fois qu'elle voit un message de son ami qui est décédé. Et c'est juste le début. Hein? Moi, je reçois continuellement des courriels de ma fille qui veut me partager des photos. Je ne les ouvre pas. Mais oui. Parce que je sais que si ma fille veut me partager des photos, elle va me les partager d'une autre façon. Mais c'est qu'il y a des personnes aînées qui ne sont pas informées. Par contre, à la Farfo, on a tellement d'émissions gratuites qu'ils peuvent suivre pour ces arnaques, pour cette fraude, etc. Et même dans notre entourage, dans l'équipe de la Farfo, il y a une personne qui a été prise par la fraude et qui a déboursé des gros montants d'argent. Dieu merci, sa banque lui a aidé et ils sont venus à bout de récupérer, mais ça ne l'arrête pas. Les harceleurs sur la rue, les harceleurs dans les magasins, etc. Dans les magasins, dans la rue? Oui. Dans la rue, disons que si tu arrêtes puis que tu pars pas assez vite, il y a quelqu'un qui te crie en arrière ou qui t'insulte ou qui te fait des signes qu'on ne devrait pas mentionner à la télévision. Alors, tu sais, pourquoi? Tu vas arriver 2 secondes plus vite à ton point d'arrivée. C'est presque rendu un monde où personne n'a de patience, tu sais. Alors, c'est vraiment quelque chose qui est il parlait des harceleurs ou même des gens qui sont en politique. Alors, les messages sur Twitter, etc., qui sont vraiment méchants. C'est pas juste, tu sais, c'est méchant ce qu'ils font, ce qu'ils disent pour ça. Et Oh là là. il faut faire quelque chose. Oui, il faut vraiment faire quelque chose. Et puis, je me rappelle la conversation que j'ai eue avec Michel, je pense que c'était lundi passé, où est-ce qu'il m'a dit qu'il avait animé un atelier et puis il parlait du fait qu'en tant qu'aîné, c'était important de porter la voix plus haut pour parler aux différents gouvernements. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui a répondu, mais est-ce qu'on a le droit de faire ça, quelque chose dans le genre? Et puis, il dit, mais oui, vous avez le droit. Vous avez le droit de dire qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui est bien pour vous. Oui, puis combien de personnes rapportent les fraudes? C'est ça. Il y a un site pour rapporter des fraudes. Alors, faut le faire. Si on ne les rapporte pas, ils vont continuer, puis ils vont continuer. Puis si on ne bloque pas les gens qui font des appels chez vous pour toutes sortes de raisons qui sont frauduleuses, bien, ils vont continuer. Puis ces gens-là, ils n'ont pas de nom, puis c'est d'Antifa, puis c'est des inconnus. Puis les vols de voitures, etc. Moi, je l'ai subi. Puis dans notre quartier, ici, proche de la station, là, tu ne croirais pas le nombre de voitures qui ont été volées. Incroyable. Et les gens embarquent dans l'auto, puis ils partent. Est-ce que les ateliers que vous offrez ou bien les vidéos que vous avez sont disponibles sur le site Internet? Oui. Okay. Oui. Okay. Oui. Donc, www.farfo.ca. Il y a une section sur la protection, etc. Alors, c'est à visiter, puis de voir. Puis de s'enregistrer pour les ateliers, pour se prévenir. Si ça vous est jamais arrivé, bravo. Mais c'est pas après que ça t'est arrivé que vous devriez consulter ou assister à ces ateliers. Il faudrait le faire avant. En tout cas. Merci beaucoup. Donc, ça se trouve à la page 4. Vous avez vu l'image tantôt. Deuxième sujet qu'on voulait discuter, j'en ai parlé en début d'émission, c'est la santé mentale. On se trouve même dans la semaine de la santé mentale, à la page numéro 10. Oui. C'est certain que tu as vraiment bien phrasé gentillesse, compassion, faire quelque chose pour ces gens-là. Et j'ai une copine qui passe très souvent sur la rue King Edward, les bergers de l'espoir, etc. Et comme de raison, on sait que là, il y a beaucoup de sans-abri qui sont là, qui demandent de l'aide. Et elle ne voulait pas leur donner de l'argent parce que tu ne sais pas où l'argent va aller. Alors, ce qu'elle a fait, elle a acheté une grosse boîte de barres tendres, des granolas. Et quand elle arrête à la lumière rouge, elle donne des barres de granola. C'est un peu comme tes croissants ce matin. C'est un geste de gentillesse. Et on parle souvent de santé physique. On parle de santé physique, les soins, etc., que nos aînés doivent.
mais on parle très peu de ce qui est apporté pour la santé mentale. Et là, encore là, tu vas voir, la Farfo fait beaucoup pour ça. S'assurer qu'il n'y a pas d'isolement, que les gens sont bien entourés, qui sont là pour leur aider, les proches aidants qui sont là. Vrai. Alors, je pense que ça, c'est déjà de la compassion et de la gentillesse. Alors, cette semaine, on fait vraiment un geste. Acte, Oui. Moi, je pense que j'ai fait mon acte ce matin. J'espère que l'univers ne va pas m'en demander d'autres, là, parce que c'est à moi d'être gâtée cette semaine. C'est ma fête. Alors, je pense qu'on va parler de ça vite fait, parce qu'il nous manque peu de temps. Le dernier point, c'est les 2 personnes qui collaborent avec la Farfo que vous avez honorées, et on veut les mentionner aujourd'hui. Exactement. Alors, nous avons 2 collaborateurs. Lynn, qui est collaboratrice au niveau des visuels, la phrase que tu trouves sur la première page, qui a reçu le prix Saphir pour l'entrepreneuriat. C'était elle? Oui, c'est elle. OK. Oui, de LMD. Alors, Lynn est superbe, elle fait du beau travail, elle est dévouée, c'est rapide. Alors, on aimerait souligner son prix qu'elle a reçu. Le deuxième, c'est Olivier Roy. Il a fait 25 000 heures de bénévolat dans la région de Sudbury, d'où il est. Il était sur notre bureau d'administration de la Farfo avant. Alors, un homme exceptionnel, dévoué, doux comme un agneau, toujours prêt à aider, comme de raison avec le nombre d'heures qu'il a fait, c'est certain qu'il est là pour tous. Il s'occupe d'un des clubs, ou 2 des clubs, je crois, dans le Moyen-Âge. Alors, un homme exceptionnel et on le félicite. Merci beaucoup. Là, tu as parlé de 2 personnes qu'on voulait honorer. Nous aussi, c'est à notre tour. Je pense que tu ne seras pas contente avec moi, mais on veut célébrer Marie aujourd'hui. On va chanter pour elle. Bonne fête, Marie. Bonne fête, Marie. Merci. Bonne fête, bonne fête, bonne fête, Marie. Habituellement, on rit, mais là, tu vas me faire pleurer. Je voulais prendre le temps de t'honorer. Non seulement toute l'équipe de TV Rogers veut t'honorer aujourd'hui pour ta fête. C'est ta journée de fête, mais tu as quand même accepté de venir à l'émission. Ça, c'est la première des choses. Et deuxième des choses, personnellement, je veux juste te dire que je t'apprécie énormément. Tu es toujours une lumière ici quand tu arrives. Merci pour ton travail, ton dévouement pour la Farfo. Et puis, je pense que c'est ça. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que tu vas passer une bonne journée. Est-ce que tu as prévu de quoi aujourd'hui? Je me laisse gâter. Alors, bon, ça a bien commencé. C'est ça, exactement. Alors, j'attends les surprises de mon homme idéal pour voir qu'est-ce qu'il va m'apporter. J'ai rien demandé. J'avais une belle carte de Suisse ce matin avec mon café. Alors, ça commence bien. Écoute, on espère que tes petits-enfants aussi vont te gâter avec des petits appels qui vont passer. Ils vont venir à la maison. Oui. Écoute, encore une fois, on t'apprécie énormément. Merci de prendre le temps de venir ici pour ton travail aussi avec le Vivre Plus. Et puis, tu le rappelles tout le temps, hein, tu as toujours besoin de collaborateurs. Oui, toujours. Oui. Donc, pour les gens qui veulent participer au Vivre Plus de la Farfo, ce serait de la contacter à éditrice Vivre Plus à commercialfarfo.ca. Exactement. Finalement, je peux devenir ton assistante, Marie, parce que j'ai toutes tes infos. Collaboratrice. Collaboratrice, ça s'en vient. Je pense que tu me l'avais déjà proposé. Oui. Ça s'en vient. Merci beaucoup. Bonne fête encore à toi. Merci beaucoup. Et pour les gens à la maison, allez visiter le www.farfo.ca pour avoir accès au Vivre Plus du mois de mai. Et nous, après la pause, on va parler de soins palliatifs avec Anne Robert. Vous regardez Tout savoir. De retour à Tout savoir, encore une autre capsule de leadership avec notre expert Patience Katunda. Et aujourd'hui, on va parler d'une thématique que j'aime beaucoup, influencer les gens ou impacter les gens. Il y a une grosse différence apparemment. Et donc, j'aimerais qu'on commence par définir qu'est-ce que notre expert entend par, déjà, influencer et secondo, impacter. Très bonne question. Alors, influencer les gens, c'est les amener à adopter une attitude. C'est les amener à adopter une attitude ou un comportement, à faire quelque chose ou même à croire en quelque chose. Mais c'est quoi la différence avec impacter? Impacter les gens, c'est les transformer.
Alors, lorsque quelqu'un est influencé, la personne va adopter l'attitude de la personne qui l'a influencé, mais ça sera pendant un temps. Tandis que lorsque la personne est transformée, c'est comme si la personne acquiert, adopte, quelque chose entre dans son caractère, quelque chose entre dans son style de vie. Ce qui fait que la personne est capable de continuer de le faire en présence ou à l'absence du leader qui l'avait influencé. J'aime beaucoup ça. Et ça, c'est une différence qu'on ne voit pas souvent, mais qui est importante. Et c'est intéressant qu'on en parle aujourd'hui parce qu'on sait avec les médias sociaux qu'est-ce qui se passe. On parle d'influenceurs par-ci, par-là. Et ce que je comprends, c'est que l'influence, c'est vraiment temporel. Alors que l'impact, c'est quelque chose qui va durer tout au long de cette vie. Donc, comment un leader peut se positionner en tant que quelqu'un qui impacte et non qui influence les gens qui le suivent? Oui. Alors, tout leader, toute personne, parce que pour moi, toute personne est leader, qui veut vraiment impacter les gens et non les influencer simplement, doit d'abord vivre la transformation en lui-même. C'est là que beaucoup de leaders aussi échouent. En fait, quand les gens se limitent à vouloir influencer, et vous allez vous rendre compte que si on prend les réseaux sociaux, on a beaucoup d'influenceurs qui influencent les gens, mais la vie de ces personnes ne change pas. C'est pourquoi je dis la vie de ces personnes n'est pas impactée. J'ai envie de dire fresh. La vie de ces personnes n'est pas transformée. Pourquoi? Parce qu'on se limite à les influencer, mais sans les transformer. Maintenant, le problème, comme je le disais avec la transformation, c'est qu'il faut la vivre. Il faut l'expérimenter. C'est un peu comme on dit en communication, on transmet bien, on communique bien quelque chose qu'on a vécu, quelque chose qu'on est devenu soi-même, quelque chose qu'on a expérimenté. Quand vous communiquez sur des choses que vous n'avez pas vécues, vous n'avez pas expérimentées, c'est comme si vous dites des choses, mais vous ne transmettez rien. Et c'est là que les leaders doivent changer leur façon de faire. Lorsque les gens se concentrent à vivre des transformations, alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les personnes qui les écoutent, leurs collaborateurs, vont être impactés par la transformation ou les expériences vécues par le leader. J'ai envie de prendre un exemple que j'ai déjà partagé sur les médias sociaux avec ta permission. C'était pendant la période avec qu'est-ce qui s'est passé avec George Floyd. Et vu que je suis dans les médias, bon, il y a certaines personnes qui me disaient « Ah, tu es une femme noire à l'écran, tu devrais parler. » Puis moi, j'étais un peu comme pas à l'aise avec ça parce que je me dis, je ne vais pas utiliser ce que les médias disent et puis venir me dire « Ah oui, Black Lives Matter », alors que je ne le ressens pas. Il a fallu que je fasse mes propres recherches, que je regarde des documentaires, que je m'instruise en fait sur la question, parce que je n'avais jamais vraiment vécu je sais pas, cette histoire-là en fait. Et là, j'ai eu de bons mots pour pouvoir exprimer. Et donc, ça rejoint ce que tu dis. Je ne peux pas parler de quelque chose que tu n'as pas vécu. Exactement, c'est vraiment ça. Et ça prend dans les deux sens. Parce que le principe, c'est qu'on dit ce qu'on sait, ou on dit ce qu'on sait, mais on communique ou on transmet ce qu'on est. On transmet ce qu'on est. Parce que les êtres humains, on ne peut pas les négliger. On ne se limite pas à ce que l'on dit. Lorsqu'une personne te parle, au début, la personne peut faire semblant. Au début, la personne peut mentir. Au début, la personne peut ne pas être vraie. Mais à un moment donné, tu vas le ressentir. À un moment donné, tu vas comme le percevoir. Parce qu'on n'est pas que physique. Tu vois, nous sommes des êtres complexes et on a plusieurs aspects, plusieurs paramètres, plusieurs facteurs. C'est pourquoi il est important pour vraiment quelqu'un qui veut voir les vies des gens être transformées, être impactées, de chercher à vivre ça. Parce que si tu ne l'as pas vécu, tu vas peut-être juste communiquer aux gens des informations, mais tu ne verras pas les transformations. Et c'est ce qui frustre certains leaders. C'est là que ça devient important. Pourquoi? Vous pouvez être un gestionnaire, vous pouvez être un père de famille, vous pouvez être un coach, un entraîneur. Vous voulez voir dans vos collaborateurs ou dans les membres de votre équipe un certain changement, une certaine transformation. Voilà. Et vous aurez tendance à leur dire, je veux que vous soyez comme ça. Je veux que dans cette équipe, vous soyez comme ça. Je veux qu'ici, dans ce bureau, que vous soyez comme ça. Le problème, c'est que tant que vous-même, vous n'avez pas expérimenté ça, vous n'êtes pas vous-même transformé, vous allez parler, mais les vies ne seront pas impactées. Les gens qui vous écoutent ne seront pas transformés. Maintenant, vous pouvez peut-être vous limiter à du cosmétique, comme on dit, ou à faire semblant. Mais le résultat final ne sera pas là. Ça me rappelle un message, une vidéo que j'avais écoutée sur YouTube où la dame parlait du miroir et du modèle. Si tu es devant un miroir, en fait, ton image se reflète dans le miroir. Mais quand tu as un modèle, en fait,
quand je m'associe à toi, patient, j'apprends beaucoup de toi et directement, tu deviens un modèle pour moi et tu m'impactes, comme tu viens de le mentionner, parce que ce que tu dis, j'en prends note et puis ça me permet de m'améliorer et même nos téléspectateurs, j'espère. Exactement. Si tu veux des illustrations, en fait, qu'est-ce qui fait, par exemple, que les paroles de Nelson Mandela avaient autant de poids? Quand il parlait, c'est comme si sa parole pesait. C'est pas ce qu'il disait, c'est qu'il a vécu. Il ne parlait pas des histoires racontées. Non, non, non. Quelqu'un qui a fait 27 ans en prison, quand il parle, et il vous parle de la liberté, de la souffrance, de la peine, c'est vraiment ça. C'est pour ça que ses paroles avaient du poids. Les paroles de Mère Teresa avaient du poids. On a dû l'accueillir jusqu'aux Nations Unies. Donc, ce sont des gens, quand ils parlent, et c'est peut-être important pour les leaders de savoir parce qu'on parle d'influence et de transformation. Et ce sont des choses qui passent beaucoup par les paroles, par des enseignements, par des réunions, des communications. Mais toutes ces choses-là n'ont du poids véritablement que si le leader, quelque part, les a expérimentées. J'aime bien que tu aies mentionné tout à l'heure et je pense que c'est l'une de mes manières de réfléchir et de fonctionner, d'être authentique, d'être vrai en fait. Tu ne peux pas dire ce que tu ne sais pas ou bien aller le chercher dans les livres et puis le partager, ça va se ressentir. Et c'est là que vient ma prochaine question. Vu que c'est important de vivre des affaires avant de les transmettre aux personnes qui nous entourent et tout ça, comment rester authentique dans ce processus-là? Parce qu'en tant qu'humain, en tant que leader, on va faire des essais-erreurs aussi. Alors ça, j'allais dire, c'est pas facile, hein, entre guillemets. C'est pas facile, mais c'est possible. Parce que quand on est authentique, alors un bon leader ne va pas simplement dire aux gens « faites ». Vous voyez pourquoi on dit que les leaders, parfois, quand ils s'adressent à ses collaborateurs, aux membres de son équipe, il dit « nous allons faire ». Il dit « faisons ça ensemble ». On va s'encourager, on va se motiver. Chacun va mettre la main à la pâte, en commençant par moi-même, le leader, entre guillemets, et on va faire ça ensemble. Et le leader peut, comme ça, travailler, en fait, sur certains des aspects de son caractère, de sa crédibilité, ou même de ses expériences, parce qu'il inclut les autres. Ce que les gens ne savent pas souvent, ça c'est l'un des secrets des leaders, c'est qu'il y a des choses qu'on vous apprend, mais que le leader apprend ça en même temps avec vous. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est juste ça le secret. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et je me rappelle dans une autre de nos chroniques où est-ce que tu prenais l'exemple d'un chef d'entreprise, où est-ce que tu disais que les employés sont les meilleurs ambassadeurs de cette entreprise-là parce que le leader, il crée l'environnement adéquat pour porter la vision. Exactement. Et ça me permet d'ajouter une précision. En fait, le leader, ça ne veut pas dire qu'il sait tout. Ça ne veut pas dire qu'il est capable de tout. Descendez la pression. Voilà, ça ne veut pas dire qu'un leader, il est compétent en tout. Il y a aussi des choses qu'il va découvrir. Surtout s'il est sincère, il verra des failles, il verra des choses à découvrir, à vivre, à expérimenter. Mais le bon leader, qu'est-ce qu'il va faire? Il va inclure son équipe, il va inclure ses collaborateurs, ses amis, ses proches pour vivre la chose ensemble, pour expérimenter la chose ensemble. Alors dans ce cas-là, ce qui fait la différence, c'est que le leader a la vision. Il a déjà vu. Si on fait ça, on va atteindre ça. Alors son travail, c'est de créer la plateforme où tout le monde se sent à l'aise pour vivre la même chose. Au bout du compte, tout le monde en bénéficie, même le leader aussi. Mais parfois, les collaborateurs ne savent pas que c'est la première fois même pour le leader de vivre ça. C'est ça, il essaie de faire du mieux qu'il peut. Alors moi, j'aimerais qu'on termine sur ça. Je pense qu'il nous reste quelque chose comme 3 minutes. Vraiment, de rappeler à nos leaders communautaires, vu qu'on reste dans le volet communautaire, à nos leaders communautaires, l'importance de l'impact de ces personnes-là qui croient en eux. Parce que tu l'as fait une belle différence au tout début. Influence et impact, c'est deux choses vraiment très différentes. Et on veut vraiment impacter les personnes qui croient en nous. Oui, je le dis peut-être subtilement au début. L'important, c'est quoi? C'est que si on veut être un bon leader, l'un des aspects qui prouve qu'il est un bon leader, je crois que je l'ai dit une fois ici, je ne sais plus, c'est que les gens doivent être capables de faire ce que vous avez dit ou ce que vous avez proposé ou même ce que vous allez léguer en votre présence, mais ils doivent mieux le faire en votre absence. C'est là l'importance de l'impact et de la transformation. Parce que si vous vous limitez à influencer les gens, ils vont faire quand vous êtes là, mais quand vous n'êtes pas là, étant donné que ce n'est pas ancré dans leur caractère, dans leur style de vie, ils ne le feront pas. Voilà pourquoi il faut viser leur transformation et un impact réel dans ce qu'ils sont pour qu'ils soient capables de faire même quand vous êtes absent. Pour un jeune qui se retrouve dans son école, tu penses qu'il pourrait avoir cet impact-là sur ses camarades de classe ou bien dans son environnement scolaire? S'il a expérimenté ça, oui.
OK. Ouais, un jeune qui a expérimenté une transformation, peut-être dans une activité bénévole, peut-être dans quelque chose à la maison, s'il vient, il parle, il partage à ses amis son expérience. Alors ça peut impacter ses amis. Mais s'il raconte juste quelque chose qu'il a reçu, ça peut les influencer, mais pas forcément les transformer. Ça, c'est très bien dit. J'ai posé la question, pourquoi? Parce que tu l'as dit tout à l'heure, tout le monde est un leader. C'est pas attribué à un certain groupe de personnes. Merci beaucoup, Patience. Donc, on fait la différence entre influencer et impacter. L'objectif d'un leader, ça serait d'impacter et non d'influencer les personnes qui l'accompagnent. Et j'ai hâte que tu nous dises que bientôt, on va avoir des séances de conférences et de coaching. J'ai hâte. En tout cas, espérons-le. Espérons. Pour vous autres à la maison, écoutez, si vous avez besoin d'avoir un contact avec notre expert en leadership, peut-être me contacter et puis on va faire un lien avec lui. On va prendre une pause et on revient juste après. Vous regardez Tout savoir. De retour à Tout savoir, on parle de soins palliatifs et je suis ici au Carrefour Santé Aline Chrétien à Orléans. Avec moi, Anne Roberts, qui est conseillère en soins palliatifs à l'hôpital Montfort, pas au Carrefour ici. Mais je pense que vous travaillez en collaboration, l'hôpital Montfort et le Carrefour. Exact. On est partenaires, puis c'est un bon exemple d'une collaboration. C'est ça. Ma présence ici. Alors, parlons des soins palliatifs. Qu'est-ce qu'on entend par soins palliatifs? Ça, c'est une question, on pourrait parler pour une semaine, je pense. Mais je pourrais expliquer, écoute, comme humain, on vit plusieurs phases dans notre vie. Et il y a toujours une phase finale. La phase la plus difficile. La plus difficile. Puis j'irais plus loin pour même suggérer que des fois, on essaie d'éviter ou faire peut-être semblable comme ça va jamais arriver à nous, mais la réalité, que on est tous là ensemble à vivre ces moments. Donc, les soins palliatifs, c'est surtout une philosophie qu'on applique un peu à cette phase de vie. Donc, on pense un peu à la communication peut-être, la planification préalable, la gestion peut-être de symptômes, où ça doit se placer, aussi l'accompagnement aux patients, aux familles, aux intervenants de santé. Donc, c'est très large comme concept. Donc, il ne s'agit pas seulement du patient, mais c'est vraiment tout le corps des médecins ou, je ne sais pas, là, des experts qui sont aussi dans ce lot-là, à accompagner, à suivre. Tous les intervenants. Dans mon travail à Montfort, donc, clairement, je suis très proche avec les infirmières, les infirmiers, mais l'entretien ménager, les PAB, les bénévoles. J'avais une équipe, de bénévoles. On valorise beaucoup la présence des bénévoles à Montfort. Donc, j'avais toute une équipe qui accompagnait nos patients à l'hôpital Montfort. Donc, il n'y a personne qui est exclu. Donc, c'est une grosse équipe là, qui travaille ensemble. En tant que conseillère en soins palliatifs, c'est quoi que tu fais comme travail? Oui, c'est une bonne question. Donc, écoute, moi, je suis responsable de tout ce qui a à faire avec la fin de vie. Donc, ça peut être identifier les besoins de façon précoce de cette population. Ça peut être gérer les besoins de quelqu'un qui est activement en fin de vie. Ça peut être planification de congé, donc où on pense à quoi, c'est quoi, on anticipe un peu les besoins futurs chez quelqu'un qui est actuellement comme admis à l'hôpital. Je suis très attirée aussi à l'expérience chez les intervenants de santé. Tu vois, on ne peut pas séparer ce qui est professionnel et ce qui est personnel quand on parle de soins palliatifs. Donc, la façon que l'infirmière va vivre tout ça, la santé mentale, ça me tient. Et il y a plein de leçons. C'est riche comme expérience. C'est pas toujours négatif. Non. C'est plutôt riche, franchement. Oui. Et je pense que vous avez beaucoup de courage. Tes collègues et toi, là, en tout cas les gens qui travaillent dans ce domaine-là, parce que, veux pas, tu viens de mentionner, tu peux difficilement séparer ce qui est professionnel de personnel parce que tu es un humain. Oui. Tu vis avec des gens, tu les côtoies, c'est sûr qu'ils sont peut-être en fin de vie, mais arrivé à un moment, il va falloir comme dire au revoir. Donc, on devient comme une partie de la famille aussi.
Puis ça... Oui, et j'encourage même, comme des fois, on pense qu'on ne devrait pas trop s'attacher, s'impliquer. Mais non, à la fin de la journée, on est humains ensemble. Et d'un côté, pour la famille, ça peut valider un peu ce qu'eux, ils vivent. C'est de voir que quelqu'un reconnaît que je vis un deuil, que ça fait mal. Mais en même temps, on parle un peu de l'expérience à l'extérieur de la chambre. Tu sais, au poste, on est souvent réunis, puis on parle de quand il y a quelqu'un qui vient nous chercher, puis on trouve ça dur. Mais on parle de comment on peut honorer cette personne-là. Et c'est souvent, c'est dans les choses simples de la journée. Donc, quand on arrive à la maison, par exemple, on n'est pas enragé à notre mari parce qu'il a laissé ses souliers pleins derrière la porte. On comprend que dans la vie, c'est quelque chose de vraiment pas important. Et ça peut nous comme... C'est tellement vrai. Oui, ça peut nous... Donc, comme intervenant de santé, c'est un privilège d'avoir, de façon régulière, ces leçons-là qui restent avec nous. Qui nous ramènent à la réalité. À la réalité. On pense souvent que les choses qui amènent la joie, qui amènent un sens à la vie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais en bout de ligne, c'est tout ce qui est ordinaire. C'est tellement beau, qu'est-ce que tu viens de dire là, parce que... Mais j'ai volé un peu. On prend souvent la vie pour acquis, mais quand on est face à ce genre de situation, on se rappelle que les petits moments sont les moments les plus importants. Exact. Alors, est-ce que tu pourrais nous embarquer dans une journée avec toi comme conseillère en soins palliatifs? Quand tu arrives le matin à l'hôpital Montfort, qu'est-ce qui se passe avec toi? Oui, donc je travaille avec une équipe. Donc, j'ai 2 médecins avec qui je travaille. Donc, on se rassemble, on organise notre journée. On se fait consulter. On n'a pas de lit dédié aux soins palliatifs seulement. On est un peu partout à l'hôpital. Donc, on revoit les patients où on a été demandé d'être impliqués. Et je suis infirmière et je travaille avec mes médecins. Donc, ensemble, on a des yeux un petit peu plus larges que quand on n'est pas ensemble. Oui. On voit des patients. Des fois, c'est juste une première rencontre pour expliquer un peu les choses comme nous, on fait aujourd'hui. Interpréter beaucoup les principes. Donc, si tu lis comme un dépliant de soins palliatifs, puis tu vois comme qualité de vie, gestion de symptômes, toutes les dimensions de la personne. Mais comment on les applique à une situation qui est unique? C'est ça que et à j'allais une dire, personne. oui. Parce que toutes les situations ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas les mêmes. Les besoins aussi. Donc, on a ces principes-là, mais il faut apprendre à connaître. Donc, on va lire le dossier pour pas demander à la personne de tout répéter son histoire, mais il faut écouter la façon qu'eux vivent la chose actuelle. Et des fois, les laisser parler juste pour entendre les histoires. On apprend beaucoup quand on entend les histoires de la façon qu'ils ont fait face à des épreuves dans le passé ou des questions qu'ils peuvent avoir maintenant. Donc, toujours en premier, de bien comprendre et d'écouter. On s'invite aussi à dire, bien, tu sais, moi, dans mon rôle, est-ce que ça vous intéresse de voir un peu comment moi, je vois un peu le cas de votre mère? Puis c'est souvent oui. Oui. Il faut trouver la bonne manière de l'expliquer. Oui, c'est vraiment dans la communication des choses. Donc, on partage notre perspective. Tu sais, comme je viens de rencontrer une famille où on s'inquiétait pas mal que les choses étaient précaires la semaine passée. Mais là, on voit des petites améliorations. Donc, qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Donc, on interprète tout ça. On guide, on enseigne. C'est en gros, parce qu'on a essayé d'éviter un peu cette phase de notre vie, on n'est pas toujours équipé avec les connaissances, avec les expériences. Donc, on enseigne beaucoup, mais de façon comme respectueuse. On n'est pas là non plus pour, tu sais, voici la façon qu'il faut faire les choses. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je suis vraiment... ça doit être tellement gratifiant de travailler dans ton domaine parce que, comme je disais, ça te ramène à ce qui est important dans la vie. Oui. Tu oublies tout le superflu, là. Puis je pense que la chose que je priorise le plus, c'est les équipes à Montfort. Parce que des fois, tu peux imaginer que les choses ne vont pas toujours très bien. Oui. Hein? Il y a des
il y a des enjeux qui ne sont pas faciles à gérer. Puis, nous, on veut juste soigner, on veut aider, s'assurer que ça va bien. Donc, il y a des cas où je me préoccupe plus de les équipes, même que les patients et les familles. Ce qui est bien, parce que si l'équipe n'est pas en forme, elle ne pourra pas prendre soin des patients. Oui. Alors, parlons de tout ce que tu donnes comme partage comme outil à ton équipe ou bien même que tu partages comme outil aux familles. Je pense qu'il y a 3 conférences qui arrivent pour le mois de mai. Oui, donc la première semaine du mois de mai, c'est la Semaine nationale des soins palliatifs. Donc, je fais partie d'un comité directeur au sujet de ces événements-là. Donc, nous avons une journée au complet le 7 mai. Donnée en anglais, mais avec des invités puis des conférenciers extraordinaires. Puis toujours avec un thème de communauté. OK. Tu vois, post-pandémie, on a comme le besoin de se rassembler, de recharger, de se réinventer un peu, toujours comme sachant qu'on est là ensemble à la fin de la journée. Oui. Et le 9 mai, on est ici au Carrefour. Oui. On a une soirée. Partenaire. Oui, nos partenaires. Il faut que j'ajoute que, tu sais, on a appelé, puis on a été accueillis, puis c'était un oui. C'est qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. Donc, tu sais, pour moi, j'étais pas mal fière de travailler en partenariat avec eux autres. Oui. L'esprit d'équipe, c'est toujours... La culture est tellement généreuse. Oui. Donc, puis quand on voit l'espace, je pense c'est beau, hein? Oui, c'est tellement beau. Je dis c'est fancy ici. Oui, c'est fancy. Donc, on s'est organisé pour 2 heures de présentation avec comme des représentations de tous les secteurs. Donc, on a un médecin qui travaille dans les soins de longue durée qui va nous rejoindre. On a une infirmière spécialisée dans la communauté avec une équipe de bruyères. Il y a moi, soins aigus, mon père. Maryse Bouvette est reconnue à travers de notre métier. Ça fait des années qu'elle a beaucoup influencé l'état des soins palliatifs ici à Ottawa. Puis elle est à la retraite, mais elle revient. Elle revient. Un très beau panel. Et puis, je pense que c'est cette série de 3 conférences-là, il y a une des conférences qui sera ouverte au grand public. Oui. Ils sont techniquement tous ouverts au grand public. Parfait. On cible les intervenants de santé, les bénévoles, parce qu'on les tient toujours à cœur, et le grand public. Le grand public. Et il y a aussi un panel le lundi, ça serait le 6 mai, au centre de convention à Ottawa. Et toutes ces infos-là sont sur le réseau du programme Champlain Soins palliatifs. Le programme, est-ce qu'il est aussi disponible sur le site web de l'hôpital Montfort par pur hasard? Pas encore. Pas encore, mais... Peut-être. À venir. On regarde les gens des communications, est-ce que ça va venir? Mais en tout cas, merci beaucoup de nous avoir invités, de nous avoir parlé de ton travail d'abord, et puis de nous avoir invités à ces 3 conférences-là. Je pense qu'on va mettre le site web de l'hôpital Montfort et on va essayer de talonner un peu les gens des communications pour qu'ils puissent être sur le site Internet. On les connaît bien. Alors, pour vous autres à la maison, bien, vous savez exactement qu'est-ce que le volet soins palliatifs à l'hôpital Montfort fait comme travail. Et on va vous inviter encore une fois à participer à ces 3 conférences qui arrivent pour le mois de mai. On espère que les informations seront bientôt sur le site Internet. Donc, ça sera le www.hôpitalmontfort.com. C'est là que vous allez avoir plus d'informations. Ou bien le deuxième site web que Anne a mentionné. Je pense qu'on pourrait le mettre. Mais visitez aussi le site web de l'hôpital Montfort. On se voit juste après la pause pour regarder Tout savoir. De retour à Tout savoir. Aujourd'hui, à l'émission, on a discuté de beaucoup de choses, de leadership, on a parlé de soins palliatifs, des soins palliatifs qui sont offerts à l'hôpital Montfort. On a aussi discuté avec Marie Lantier-Dicenza de la Farfo à propos du Vivre Plus de ce mois de mai. Donc, vous pouvez avoir accès à ça facilement et gratuitement au www.farfo.ca. Une autre information que je voulais partager avec vous, vous savez que ce week-end, c'est la fête des mères et nous, on voulait faire quelque chose, vous donner des idées
idées pour vous à la maison. Peut-être que vous pensez à faire un repas à maman. Peut-être que vous pensez à lui offrir, à lui préparer un dessert. Nous, on a des astuces, on a des idées pour vous parce que le chef Phil Cameron a accepté de venir ici en studio pour nous concocter un bon petit dessert que vous pourrez regarder, ou est-ce que vous pourrez prendre des notes aussi pour tous les ingrédients et le faire pour votre maman ce week-end, pour votre maman, pour votre femme, pour votre sœur, peu importe. Vous devez célébrer les mamans, les femmes, je devrais dire les femmes même ce week-end. Alors, on vous invite à suivre l'émission de ce vendredi. Moi, je me suis fait un plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour mercredi et ce mercredi, on va discuter avec Jonathan Roy et Marie-Ève Tremblay au sujet de la semaine de l'éducation catholique. On va aussi discuter avec Natacha Albert qui nous fera le point sur les ressources disponibles au Centre des ressources de développement communautaire. On va terminer en parlant d'élégance et de style avec l'expert Mensala. Tout ça et plus ce mercredi à partir de 11h. Je vous souhaite une excellente journée et encore une fois, on se voit mercredi à 11h. Bye bye. Échangez avec nous en visitant notre site Internet ou par courriel aux commentaires à rci.rogers.com.